tous. Merci d'être venus. Alors, on n'a probablement pas besoin de présenter notre invité, puisque pour Philippe Michel, c'est un retour au bercail. Donc Philippe Michel a été longtemps bordelais. Il était directeur du CECA. Donc c'est un expert de l'évaluation, de la démarche qualité, de la performance depuis très très longtemps. On a beaucoup partagé, il a contribué à la formation en évaluation à l'ISPED, il a fait son doctorat avec nous, et puis maintenant, depuis 4 ans, 5 ans déjà, 5 ans, il a quitté Bordeaux pour être à Lyon, où il est professeur de santé publique et en même temps directeur de la qualité, mais je pense que tu vas te présenter dans ton contexte. Et on est très heureux de le recevoir à l'occasion d'une venue pour un jury de thèse et pour l'entendre parler de pourquoi faut-il changer de braquet sur ces concepts de qualité, de sécurité et de pertinence des soins. Merci beaucoup de cette invitation, effectivement à laquelle j'ai plus que du plaisir à répondre, parce que c'est revenir quelque part à ses sources. Et je revois dans la pièce un certain nombre de personnes que j'ai côtoyées longuement. Et ça me fait très très plaisir de vous présenter cette question qui est effectivement une actualité politique assez vive, hein, puisque après la présentation du plan national de santé publique qui porte essentiellement sur la prévention, le ministère et le gouvernement lancent un second chantier qui s'appelle la stratégie de transformation du système de santé, dans lequel on a 5 chantiers qui sont mis en place, dont un qui s'appelle qualité, pertinence. Et le mot sécurité est assez proche derrière. En tout cas, dans la lettre de mission qui a été envoyée aux 3 pilotes. Les 3 pilotes de ce chantier sont la présidente de la Haute Autorité de Santé, le médecin conseil national de l'assurance maladie, et le président de France Asso Santé. Et c'est pas anodin que ces 3-là soient sur la lettre de mission comme copilotes, et notamment les usagers, puisque là on a un des pilotes, Michel Serretti, qui est un usager. Donc cette réflexion, en fait, elle vient nourrir un peu le débat qui émerge maintenant et sur lequel ces pilotes vont avoir à travailler pendant quelques mois, quelques courts mois comme d'habitude. Et donc ça me fait plaisir de vous partager cette réflexion qui est issue, qui a déjà été présentée à l'assurance maladie d'ailleurs, et qui finalement est en 2 temps. Hein. C'est un certain nombre de constats dont je voudrais partir, qui sont souvent des évidences et je m'en excuserai par avance. Et puis ensuite, des enseignements qu'on peut tirer de ces constats. Alors, premier constat, c'est que la demande sociale aujourd'hui, elle est sans doute en train d'évoluer, en tout cas au plan international, elle évolue. Elle évolue vers vivre bien et le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible a longtemps été l'objectif, et puis maintenant c'est vivre bien et le plus longtemps possible. Et pour ce qui concerne notre pays, on a un certain nombre d'atouts, on le voit et vous le savez tous, là pour le coup, la France est bien placée en termes d'espérance de vie au plan mondial, un peu moins bien placée sur d'autres sujets comme le taux de mortalité prématurée sur lequel on a des choses à faire. L'état de santé, ça n'est pas uniquement des données de mortalité ou des données factuelles, c'est aussi, ou des données quantifiées, c'est aussi des données de perception. Et quand on regarde ce type d'étude qui a été fait par l'OCDE et qui a interrogé des échantillons de population dans les pays de l'OCDE, on s'aperçoit que finalement les Français, sur les axes qui ont été analysés pour étudier cette perception du bon état de santé, les Français se considèrent, en tout cas se positionnent assez bien. C'est la ligne rouge par rapport à la moyenne OCDE qui est en bleu. Elle est supérieure sur un certain nombre de sujets et très supérieure sur un sujet qui ne manque pas d'interroger, qui est donc la balance entre la vie professionnelle et la vie personnelle, qui semble beaucoup plus appréciée en France. Je ne sais pas si c'est lié, c'est pas expliqué en tout cas dans le rapport, hein, si c'est lié à la prise en charge de la périnatalité en France ou l'accessibilité aux crèches, etc. Mais en tout cas, on voit ce résultat-là. Je vous rassure, quand la question finale habituelle d'une question de satisfaction est « et au final, comment vous considérez-vous par rapport aux autres ?» Bien évidemment, là, les Français
attribue une note inférieure aux autres pays de l'OCDE. Troisième élément chiffré concernant cette réflexion, c'est celui du vieillissement. Celui du vieillissement, il est inéluctable, il va être rapide, il va être massif et il est de toute façon mondial. En France, on passe de 25% d'une population supérieure à 60 ans en 2015 à 30% en 2030 et 32% en 2050. On n'est pas aussi élevé que le Japon, je cite le Japon parce que je le reciterai tout à l'heure, qui lui est déjà à 33%, un tiers de sa population, et qui sera en 2050 à 42%, ce qui signifie que dès 2030, il y aura un actif pour un retraité. Et en termes de prise en charge, vous imaginez ce que ça peut vouloir signifier. Alors là aussi, ce vieillissement, il nous contraint à regarder un petit peu comment se situe le bien vieillir dans les pays. Et à ce titre-là, donc, on a un observatoire international, le Global Age Watch, qui nous dit que finalement, en France, on est le 16e pays, le premier étant la Suisse, où il fait bon vieillir. Les cadrans qui concernent la France sont en couleur vive, et les pastels, c'est pour les autres. Vous voyez qu'on est au-dessus sur les aspects de revenus, sur les aspects d'état de santé, et sur les aspects également de capacité, d'environnement en capacitant. On est plus mauvais, c'est pour ça qu'on est 16e, sur les aspects de capability qui reflètent finalement le niveau d'emploi et le niveau éducationnel des personnes âgées. Je ne sais pas si ça ici spécialise la personne âgée. Je ne sais pas si c'est là lié au fait qu'effectivement le départ à la retraite est souvent pas vécu très favorablement par un certain nombre de Français. Je ne sais pas. En revanche, ce que je sais, c'est que la CNAM nous le montre bien, c'est que dans cette évolution, on a une projection qui nous montre que tous les ans, on augmente le nombre de personnes polypathologiques. C'est clairement lié à la performance de notre système de santé. On guérit une maladie et derrière, il y en a d'autres qui arrivent, c'est tout simple, et au risque d'être caricatural, mais ça fait qu'entre 2016 et 2020, on a quand même 500 000 personnes de plus qui vont être en ALD et passer donc de 35 à 37,5% des Français en affection longue durée. D'une part, à cause évidemment de l'évolution de la démographie, c'est ce qui est en rouge, mais aussi de l'épidémiologie, et c'est là où je reprends les arguments de la CNAM qui nous dit que la performance du système de soins fait que des personnes deviennent de plus en plus pathologiques, polypathologiques dans le temps. Au regard, notre situation française, elle n'est pas isolée, et on peut rapprocher ça et s'en servir un petit peu comme de point focal, celui du Japon. Donc 2023, une personne âgée pour 2 actifs, une personne retraitée pour 2 actifs, en 2055, 1 pour 1. Vous voyez sur la gauche, c'est cette évolution absolument insensée de la pyramide des âges entre 1960 et 2060. C'est quand même extraordinaire de voir cette évolution-là. Quand on met ça en parallèle avec le rappel du niveau de dépenses en fonction de l'âge, vous le voyez, il croît de façon très rapide sur les derniers âges de la vie, on le sait bien. On s'aperçoit qu'on est dans un système qui n'est plus soutenable d'un point de vue de la façon de voir la prise en charge aujourd'hui. On entend, enfin, j'enfonce aujourd'hui des portes ouvertes, hein, mais c'était bien le cadre des évidences que je rapportais tout à l'heure. Ce qui est intéressant dans le Japon, c'est que finalement, eux, ils ont fait un programme de promotion de la santé publique, un peu l'équivalent de notre PNSP français, qu'ils ont appelé le Health Japan 21 Phase 2, qui a un seul objectif. Et qui est augmenter l'espérance de vie en bonne santé. Ça fait directement référence à ce que je disais dans mon introduction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, si on veut répondre à la demande sociale, il faut avoir comme objectif unique celui d'augmenter l'espérance de vie en bonne santé. Je passe à la deuxième élément de cette présentation, c'est de rappeler un autre truisme complet, qui est qu'il faut bien se dire, et bien se rappeler toujours, dans un environnement de système de santé qui est quand même très centré sur ces structures de santé, que finalement le lieu de vie, c'est le domicile. Et ça sera de plus en plus le domicile,
compte tenu du fait de l'évolution des soins hospitaliers qui sont plus techniques, plus courts, des techniques qui sont moins invasives, et des capacités donc de prise de retour qui sont de plus en plus rapides, peu en SSR finalement, et surtout à domicile. Et donc, quand on pense qualité et sécurité, eh ben forcément, on est obligé de se dire que le périmètre de sécurité pour un patient, c'est pas notre hôpital, c'est le bassin de vie. Et ça va nous obliger donc à penser qualité, sécurité, pertinence au niveau du bassin de vie. Alors on s'y achemine un petit peu en faisant évoluer nos structures, hein, puisqu'on a mis en place des groupements hospitaliers de territoire, mais voilà, c'est les établissements publics. On imagine, c'est le sens de l'histoire, qu'on inclura progressivement tous les acteurs dans une organisation sans doute plus cohérente. Ça, c'est le premier élément. Et le second élément, quand on parle de bassin de vie comme périmètre de sécurité, c'est de rappeler effectivement que les inégalités territoriales, notamment, vont peser de plus en plus lourd. Quand on regarde ce que les démographes n'aiment pas appeler les déserts médicaux, parce que finalement, c'est plutôt une peau de léopard, dans le sens où il faut un niveau de granularité plus fin que celui des gros territoires pour s'apercevoir des disparités. C'est les zones périurbaines, c'est certaines zones rurales qui sont effectivement des déserts médicaux. Ça n'est pas des territoires plus larges entiers. Ce que nous dit notamment la HAS dans ses projections, 25% de lits d'aigus et de professionnels de santé qui auront disparu en 2030, alors que 45% des patients les plus fragiles, retraités sans emploi vieillissant, vivront dans ces déserts médicaux en 2030. C'est quelqu'un un jour qui m'a frappé en me disant bah, c'est évident, vous comme moi, quand on va arriver à la retraite, nous qui avons tous vécu en ville, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire on va prendre un peu de bon temps, on va aller vivre à la campagne. Et à la campagne, c'est là où justement on arrive avec un niveau de polypathologie qui va augmenter et un niveau d'environnement de soins qui va devenir de plus en plus dispersé. Donc quelque part un effet ciseau qui risque aussi assez rapidement de se voir, qui va obliger à repenser ce périmètre de sécurité. Les inégalités sociales et territoriales, juste une diapositive qui rappelle le fait qu'en France, on est sur des inégalités qui sont importantes. Là, on a, vous voyez, un graphique qui montre la différence d'espérance de vie à la naissance en fonction du niveau de bassin d'emploi, chez les hommes en bleu, chez les femmes en vert, donc une différence qui ne fait que s'accroître dans le temps. Peut-être un autre élément de complexité, c'est que quand on travaille sur la planification et qu'on veut prendre en compte un certain nombre de chiffres, on va être amené à travailler sur la mortalité prématurée, preventable mortality, versus, et puis il y a encore autre chose qui est la manable mortality, qui est celle qui est associée, qui est la mortalité qui serait évitable du fait du système de l'amélioration du système de soins. Quand on regarde ces deux cartes de France, elles sont assez frappantes, même si elles sont assez anciennes, hein, 1982-2007. Donc l'évolution de la mortalité prématurée à gauche entre 1982 jusqu'à 2007, et puis l'évolution de la mortalité évitable par le système de soins entre 1982 et 2007 sur la droite, on voit bien que ces deux cartes ne se superposent pas. C'est-à-dire que si on veut travailler sur le sujet de la mortalité évitable, et notamment de la part du système de santé dans l'amélioration de la mortalité évitable, il faudra aller sur des territoires qui ne sont pas forcément ceux qui sont visibles et qui sont actuellement travaillés, qui sont ceux de la mortalité prématurée. Et cette évolution, en plus, elle est différente selon les territoires. Alors j'ai regardé rapidement quand même, il vaut peut-être mieux être à Lyon qu'à Bordeaux. Bon, je dis ça comme ça. Mais vous voyez un peu les variations qui existent et ces variations qui rendent quand même encore plus compliqué la prévision et la planification, notamment qui sont à la charge des ARS. Donc tout ça a conduit le Haut Conseil de la santé publique à faire un constat assez contrasté. J'ai démarré ma présentation, je fais juste une incise, puisque Rachid a dit, Philippe Michel se présentera
Donc, pour les aspects effectivement lyonnais, vous l'avez déjà compris, je suis par ailleurs au Conseil de la santé publique et je préside une commission qui s'appelle le système de santé et la sécurité des patients, donc qui traite les saisines du ministère qui portent sur justement les évolutions du système de santé et notamment ces aspects en lien avec la qualité et la sécurité des soins, mais de façon plus générale sur l'évolution du système de santé. Donc j'ai fait partie de la rédaction de la stratégie nationale de santé comme membre du collège, du conseil, et on a fait des constats qu'on connaît maintenant et qui ont été illustrés auparavant, une évolution satisfaisante des indicateurs de santé globaux, mais une place croissante des maladies chroniques, un poids croissant des limitations et de la dépendance qui est renforcé par la crise économique, des inégalités d'accès de prévention mesurées par la mortalité prématurée évitable, des inégalités territoriales et sociales marquées, et puis en plus, le cas particulier des régions ultramarines, on en a encore entendu parler très récemment. Alors, ce panorama pour présenter un certain nombre d'enjeux et puis d'idées autour de l'évolution de ce qui devient quand même un peu sur le haut de la scène, c'est qualité, pertinence, sécurité. À commencer par finalement les définitions. Et ce que je voudrais argumenter devant vous, c'est le fait qu'il faut qu'on change de définition. La définition de la sécurité du patient aujourd'hui, c'est, selon l'OMS, et de façon assez partagée, c'est l'absence d'atteinte inutile associée aux actions de santé. Diminuer, voire arrêter d'avoir des dommages associés aux soins. C'est la définition qu'on nous donne aujourd'hui, c'est donc un objectif qui nous est fixé. Ces défauts de sécurité, ils sont liés la plupart du temps à des erreurs, et des erreurs qui surviennent par commission et par omission. Commission quand on fait ce qu'on n'aurait pas dû faire. Je fais une fibroscopie alors que je n'aurais pas dû la faire, et puis derrière il y a des complications. Une omission, un patient sort des urgences avec une fracture, il aurait dû avoir un anticoagulant, je n'ai pas prescrit d'anticoagulant, il fait une phlébite. Voilà. Commission, omission, deux termes qui renvoient assez fortement derrière à une autre typologie qu'on utilise dans un autre cadre, qui sera l'objet de la thèse cet après-midi d'ailleurs, qui est celui du cadre de la pertinence, qui est fondé sur trois types, l'underuse, l'overuse et le misuse, la surconsommation de soins, la sous-consommation de soins, et puis le mésusage des soins. La définition, plutôt la traduction est difficile à trouver. Ça signifie que quand on regarde underuse, overuse, misuse et puis toutes nos erreurs de commission et de mission, c'est qu'on est exactement sur les mêmes concepts. Sécurité et pertinence, c'est d'un point de vue conceptuel la même chose. Qualité, sécurité, peut-être un jour il faudra aussi faire des choix. Aujourd'hui on ne fait pas de choix, on dit qu'il faut améliorer la qualité et la sécurité. Et je voudrais sur ce graphique montrer un peu des choses, même si elles sont là aussi assez grossières. D'un côté, on a l'ambition de la qualité maximale, et c'est ce qu'on met. Vous voyez, il y a le mot déjà qui est compris dedans, la qualité. Et puis à l'autre côté de la chaîne, des menaces sur la santé qui sont liées à l'activité de notre système de soins, avec un niveau très bas qui est finalement un niveau bas de sécurité, c'est la survenue de graves dysfonctionnements qui sont pérennes, qui entraînent des événements graves pour les patients, avec des conséquences. Il y en a tous les jours en France, ça c'est sûr, au niveau des hôpitaux. Il y en a certainement en dehors des hôpitaux encore plus, mais que l'on ne connaît pas. Mais bon, à l'échelle de la totalité de ce qui dysfonctionne, c'est ce qui entraîne des événements indésirables graves. Heureusement, c'est quand même pas si fréquent que ça. Puis ensuite, on a un autre niveau de sécurité qui est dysfonctionnements qui sont fréquents, peu d'événements graves, mais une culture de sécurité faible, ce qui fait qu'on ne travaille pas sur ces sujets-là. Donc, on continue à perpétuer des modes de prise en charge clinique et d'organisation surtout qui entraînent ces dysfonctionnements. Et puis ensuite, le niveau de sécurité supérieur, c'est mettre en place des barrières de sécurité, un système résilient, c'est-à-dire qui arrive à s'adapter à des dysfonctionnements qui ne sont pas tous attendus, mais qui finalement retombent sur ses pattes assez facilement. La qualité, ça démarre par là, mais après, ensuite, c'est évidemment les soins accessibles, des soins pertinents, qui répondent à la plupart des besoins, et au niveau le plus élevé, c'est une conformité aux derniers standards des soins efficients.
on nous a tous appris quelque part que finalement, pour améliorer la qualité et la sécurité des soins, il fallait travailler sur tous ces sujets-là. Le problème aujourd'hui, c'est que finalement, avec ce que l'on a dans notre système de santé, les enjeux qui sont devant nous, on va sans doute avoir du mal à continuer à poursuivre tous ces objectifs et à les mettre au même niveau. Je dirais même pas au niveau du travail quotidien d'un ingénieur qualité ou d'un gestionnaire de risque, mais au niveau de la politique de santé, on aura du mal un jour à afficher que tout cela est la même chose et qu'il faut travailler de la même façon sur tout ça. Pour plusieurs raisons. La première, c'est l'accélération de la connaissance médicale. Ça aussi, c'est des données que vous avez certainement déjà vues. Donc une demi-vie de la connaissance, c'est-à-dire la durée le délai au-delà duquel les connaissances se périment, c'est la moitié des connaissances se périment, c'est 5,5 ans. Maintenant, il y a plusieurs publications qui l'ont montré, alors que dans d'autres secteurs, comme le nucléaire ou l'aviation civile, vous voyez, c'est beaucoup plus long. Ça a un impact quand même extrêmement direct, c'est que on utilise, nous, dans nos modes de fonctionnement, un cycle de la qualité qui est plutôt celui de l'industrie sûre, c'est-à-dire qu'on met à peu près 2 ans pour identifier un problème, 2 ans pour trouver une solution locale, 2-3 ans pour trouver un consensus national. C'est notre niveau d'évolution. Ça va à ce rythme-là, quand on regarde de façon assez générale ce qui se passe. Et là, on est complètement en dehors des clous, compte tenu du fait que la connaissance nous pousse beaucoup, beaucoup plus vite que ça. Et ça nous met dans l'embarras parce qu'aujourd'hui, les modalités actuelles d'élaboration des recommandations, qui sont des modalités qui sont très longues, qui nécessitent du temps, ne sont pas adaptées. Ne sont pas du tout adaptées à la prise en compte de cette vitesse d'évolution de la connaissance. Le deuxième enjeu qualité et sécurité, c'est celui de la prévention. Là, j'irai extrêmement vite. Quand on se regarde par rapport aux autres pays de l'OCDE, on s'aperçoit que les dépenses de prévention sont assez basses. Hein, c'est la marque rouge. Évidemment, comme d'habitude, sur ces chiffres-là, je ferai plusieurs tableaux comparatifs au OCDE. Ça me semble intéressant parce que ça nous positionne par rapport aux autres. Ces chiffres-là sont toujours fondés sur des consolidations de résultats qui sont faits au niveau national, la plupart du temps, et donc on ne mesure pas tous de la même façon les mêmes choses. Donc si on se dit que la France est plutôt dans le bas, on a raison. Est-ce qu'on est les 1, 2, 3, 6e dernier? Ça c'est certainement faux, ça dépend de la façon de compter. Mais globalement, on peut quand même déjà se dire, et tout le monde en est d'accord d'ailleurs, que sur la prévention, on n'est pas bon. Sur les aspects d'hospitalocentrisme, on le dit, mais c'est quand même intéressant d'aller regarder ce qui se passe chez nos voisins. Et là encore, on s'aperçoit qu'on est peut-être plus hospitalo-centré que d'autres. Ça, c'est quelque chose que moi, je n'avais pas bien perçu. C'est autant en termes d'admission hospitalière pour 1000 habitants sur la gauche que d'admission, que de prise en charge en hospitalisation conventionnelle, on va dire, pour des soins curatifs, enfin de MCO ou de SSR. Le troisième enjeu, c'est que, on le dit, mais là aussi c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe chez les voisins, les niveaux de prix des produits de santé est élevé, plus élevé que finalement la moyenne, y compris dans des pays qui sont assez proches de nous. Et puis sur la partie droite, c'est la consommation. Non seulement les prix sont élevés, mais en plus on consomme plus. En tout cas là, on a pris l'exemple des antibiotiques, et vous voyez, mais ça aussi on le savait, que par rapport aux autres pays, on est et on reste encore de très gros consommateurs d'antibiotiques. Donc ça, c'est aussi un enjeu pour la qualité et la sécurité des soins. Et puis celui que je voulais également poser, c'était celui de la coordination. En France, on a commencé à se rendre compte qu'on avait des enjeux de coordination depuis quand même maintenant un petit bout de temps, enfin 10 ans, 15 ans, et on a mis en place des systèmes, et on continue à en mettre aujourd'hui. Donc ce graphique, il est déjà un petit peu périmé. Ça, c'est un graphique qu'on avait fait pour essayer de montrer, et je crois que c'est assez réussi, qu'en soins primaires, c'est assez compliqué de coordonner la prise en charge des patients. Ça l'est également dans les interfaces entre établissements de santé. Ceux qui travaillent sont bien au courant de ça. Donc là aussi, on a en termes de qualité de sécurité et de pertinence, là pour le coup, des enjeux qui sont bien complexes devant nous.
Et puis je dirais qu'un dernier enjeu, c'est celui qu'on n'a pas forcément de priorité à nouveau. On avait souri quand on avait eu le premier plan de santé publique où il y avait 100 priorités, en se disant bon, 100 ou 0 c'est la même chose. On a eu le précédent plan de santé, le plan de santé qui nous a donné aussi je ne sais pas combien d'objectifs. Alors qu'aujourd'hui, on sait qu'on a des sujets sur lesquels on aurait, d'un point de vue épidémiologique, intérêt à travailler en priorité. Alors, ce que j'ai vu dans la lettre de mission dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'on a le gouvernement demande à ces 3 personnes de cibler 5 parcours et de faire des propositions sur ces 5 parcours. Alors peut-être qu'on va arriver, enfin, à se dire il y a des problèmes prioritaires en France qui existent. Sur lequel il faut qu'on travaille et qu'on arrête de courir la totalité des lièvres qui sont autour de nous. Et puis le dernier chiffre autour de la comparaison, enfin des enjeux sur qualité-sécurité, c'est celui-ci qui m'a assez frappé aussi. Encore une fois, les chiffres sont ce qu'ils sont, mais quand on regarde le tableau du haut, c'est-à-dire la mortalité évitable par une meilleure prise en charge, donc ce qui est posé en termes de, finalement, conséquences en termes de décès liés aux événements indésirables. On a une position qui est excellente, hein, puisque vous voyez, c'est en rouge, on est parmi les plus faibles au niveau de l'OCDE. Quand on regarde l'autre graphique sur la droite, la France, là, elle est tout en haut, sur la gauche de ce graphique à droite, qui porte sur l'incapacité qui est attribuable au défaut de sécurité des patients dans les pays de l'OCDE. Donc c'est assez étonnant, ce sont des chiffres qui en apparence se contredisent, mais qui, me semble-t-il, ont quand même du sens. En tout cas, on peut leur donner une interprétation, qui est de se dire que peut-être qu'en prévention, on a mis en place un système de gestion des risques qui, finalement, ne fonctionne pas si mal que ça, mais qu'en termes de récupération d'erreurs ou de choses qui commencent à dysfonctionner et qui ont un impact sur le patient, là, on est très mauvais. C'est-à-dire, ça renvoie à tout ce qui est détérioration de l'état clinique, qui n'est pas identifié assez rapidement. Une personne insuffisante cardiaque à domicile qui commence à se dégrader, au bout de combien de temps on va s'en apercevoir et est-ce qu'on s'en aperçoit avant qu'il faille absolument l'hospitaliser parce que l'état s'est trop dégradé. Donc c'est peut-être sur ce sujet-là, en tout cas c'est un argument que j'ai tendance à utiliser pour dire qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus sur ce qui s'appelle récupération et atténuation en gestion des risques. C'est deux sujets sur lesquels on n'est pas forcément très bon, alors qu'en prévention on n'est peut-être pas si mauvais que ça. Donc les enseignements, revoir concept et définition, je vous l'ai dit, faire évoluer la définition de la sécurité des patients, modifier la représentation sociale des finalités de la pertinence, connaître l'acceptabilité sociale en matière de sécurité et rapprocher pertinence et sécurité. Faire évoluer le concept de sécurité des soins, c'est à mon avis quelque chose qui va se mettre en place assez rapidement. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on a un événement indésirable? On se situe surtout à l'hôpital, parce qu'en ville on a un peu plus de mal. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait une analyse des causes racines, on fait une analyse des raisons pour lesquelles un événement est survenu, la recherche des erreurs, la recherche des facteurs contributifs, sur un délai de temps très court, qui est le petit carré du milieu, qui concerne l'hospitalisation. On se dit, voilà ce qui s'est passé avant, ce qui a entraîné cet événement indésirable. Le sujet que l'on voit bien, c'est que si on commence à s'intéresser aux raisons pour lesquelles le patient a été admis à l'hôpital et qui derrière a généré toute une série de dysfonctionnements parce que le patient était fragile, on s'aperçoit que finalement l'origine, la source du problème, elle n'est pas à l'hôpital. Elle n'est pas que à l'hôpital. Donc il faudrait avoir une vision de la sécurité des soins et qui passe d'abord par l'analyse des événements indésirables, qui soit une analyse de parcours, sur le parcours du patient, et qui soit sur une durée beaucoup plus longue et qui nous permette en amont de connaître un peu les facteurs qui ont contribué à ce qu'un patient arrive dans un état fragile et se mette dans une situation qui mette en difficulté aussi l'établissement de santé, qui a lui-même ses fragilités, et puis de le suivre le patient plus longtemps, pour savoir ce qui lui arrive après l'hospitalisation et pouvoir repérer des choses qui se dégradent plus rapidement, voire connaître à long terme finalement l'impact réel total de sa prise en charge
parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, on est en train de travailler en termes de gestion des risques sur des événements qui n'ont peut-être pas beaucoup de valeur pour le patient. Comme on va être de plus en plus en situation d'analyser des événements parce qu'on va en voir de plus en plus, et ça c'est une réalité dans tous les établissements, un jour on va être complètement submergé par cette démarche de gestion des risques un peu classique qui consiste à se dire il faut qu'on analyse tout ce qui se passe pour comprendre. Avoir une vision plus transversale, plus de long terme. Et puis, dans une démarche plus anticipatrice, plus proactive, c'est revoir les composants de la sécurité. Je le disais en introduction, le patient il est chez lui essentiellement. Et bien, si on se dit ça et qu'on veut travailler sur la sécurité, on est sur des objets de sécurisation des soins qui sont la formation citoyenne au vivre avec, le rôle de l'équipe de proximité de prise en charge médicale et médico-sociale, le rôle des aidants qui doit devenir majeur, beaucoup plus important qu'il n'est actuellement, des schémas de paiement évidemment qui aident à améliorer l'ensemble de l'organisation, la base de coordination d'amélioration des pratiques et des principes de sécurité entre les soignants et les non-soignants, l'amélioration des principes de sécurité en EHPAD, je l'ai rajouté, c'est évidemment en ce moment un point sensible, et puis la capacité aussi de mettre en place du suivi à distance et une autonomie, ce qu'on va appeler l'autonomie connectée des patients. C'est ça la sécurité du patient, vers lequel il faut tendre progressivement. Et puis il faut de façon peut-être plus conceptuelle, mais passer d'une définition qui est l'absence de dommages à celle de la gestion des risques qui est donc visée à réduire des événements ou des risques d'événements indésirables à un niveau acceptable. Qui dit niveau acceptable dit de pouvoir connaître ce qui, d'abord, pour le patient, est acceptable. L'acceptabilité pour les professionnels de santé, on commence à la connaître un petit peu. L'acceptabilité pour les patients, c'est beaucoup moins connu. Donc, et on travaille très peu sur ce sujet. Ça, c'est plutôt un sujet de recherche. Qu'est-ce qui compte pour les patients? Qu'est-ce qui compte pour le patient à long terme? Et quels sont les résultats de soins sur lesquels, qui au final doivent être améliorés? Parce que dans nos processus, on a plein de difficultés, plein de problèmes, plein de dysfonctionnements, mais il y en a qui n'ont pas d'impact, au final, sur le résultat de soins. Donc il faut aussi qu'on arrive à être en capacité de faire des choix parce qu'on ne pourra pas tout faire. Intégrer la pertinence des parcours, je l'ai rajouté pour tout un tas de raisons. L'augmentation du nombre de patients, les inégalités, la complexité, le fractionnement, les coûts potentiels. Il y a plein de raisons qui nous poussent à intégrer de la pertinence. Pas de la pertinence au sens pertinence des prescriptions, pertinence des actes, mais bien la pertinence des parcours. Je l'ai intégré, mais j'ai beaucoup moins d'idées concrètes à mettre derrière. C'est pas si simple, en tout cas c'est un travail qui ne se fera pas en établissement de santé, encore une fois, évidemment parce qu'on parle de parcours. On a parlé aussi de la demi-vie de la connaissance qui évolue trop vite. Il faut qu'on revoie les méthodes de construction des recommandations. Moi, ce que je vois dans les établissements de santé, c'est qu'on a arrêté de travailler sur des parcours complets de patients avec des chemins cliniques qui étaient extrêmement lourds, difficiles à mettre en place, qui comportaient trop de variables et de composantes. On travaille beaucoup plus par briques maintenant, par petits bouts de parcours. Et je pense que pour ce qui est de la définition des standards, ça peut être aussi dans cette direction qu'il faut y aller, c'est-à-dire définir des bouts de standards sur des points de parcours qui posent des difficultés, qui posent des problèmes, qui entraînent des risques pour les patients, et non pas faire ces recommandations qu'on a jusqu'à présent et qui englobent une pathologie, qui a du mal à englober des polypathologies, mais qui dans tous les cas reste encore très, très complète sur le panorama. Donc une synthèse sur ces propositions de modification de définition, les faire évoluer. Le risque dans le temps devient plus important que le risque dans l'instant. Donc la mesure du risque, du coup, va se déplacer. Donc les indicateurs vont changer. L'analyse des événements indésirables graves va être amenée à évoluer aussi. Et j'allais dire le troisième, c'est celui du rôle du patient, des aidants, de l'entourage, etc., qui va être considérablement augmenté. Deuxième point sur les propositions, donc des méthodes de gestion des risques qui vont aussi être amenées à évoluer. Le premier, c'était investir sur la récupération et l'atténuation. Je vous en ai un petit peu parlé quand on présentait les résultats des données OCDE.
c'est de se dire qu'on a sans doute une vision aujourd'hui un petit peu naïve sur la gestion des risques, sur la prévention, qui est, avant la défaillance, on met en place des barrières de sécurité. C'est ce qui est en vert. La défaillance, c'est la survenue de l'erreur, de l'humain, de l'humain qui crée effectivement un dysfonctionnement qui ensuite, s'il n'est pas bloqué par les barrières bleues, va arriver à l'accident, à l'événement indésirable grave. On sait bien que les barrières vertes, on les contourne. On sait les contourner, on le fait en permanence dans notre système de santé, dans un établissement de santé, dans un service. Tous les jours, il y a des déviances. Et on le sait. Et c'est toléré par l'institution parce que de toute façon, on n'a pas les moyens de faire ce que les recommandations nous demandent de faire. Je vous demande juste de penser au lavage des mains. Mais on a plein d'autres exemples. Donc c'est trop naïf de penser que la prévention est un élément de sécurisation des soins qui va permettre pas de résoudre les problèmes, mais au moins de résoudre ce qui semble le plus important. Il faut travailler plus donc sur récupération et atténuation. Les Américains d'ailleurs l'ont déjà montré dans ce beau papier du New England qui nous disait que les hôpitaux les plus sûrs aux États-Unis ne sont pas les hôpitaux où il y a le plus de prévention, finalement il y en a un peu partout de façon homogène, mais sont les hôpitaux qui arrivent à identifier rapidement la détérioration clinique des patients et à les prendre en charge. Et ça, finalement, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. La temporalité de la gestion des risques, ce que je le disais, donc penser gestion des risques en même temps qu'introduction des innovations organisationnelles et des pratiques médicales. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a dans beaucoup d'établissements une déconnexion entre la gestion des risques et puis tout ce qui est travaux, investissements, restructuration, réorganisation dans les établissements. Il faudrait que l'on mette les gestionnaires de risques dans ces temps où on va transformer l'établissement, ou des services plus exactement, ou des secteurs, parce que finalement l'innovation, on l'a dit, va tellement vite que notre déconnexion de ce qui est travail sur la sécurité et travail sur les réorganisations et restructurations font qu'on court toujours après les problèmes, on ne les anticipe pas. Donc penser gestion des risques en même temps qu'introduction des innovations, ça veut dire qu'il faut repenser nos exigences en matière de qualité et sécurité, puisqu'on est dans une situation très mouvante. On réorganise, on restructure les choses. Donc on ne peut pas avoir des standards de qualité et de sécurité qui soient aussi carrés que dans une situation stable. Il faut rester flexible sur la conception des standards et il faut adapter donc ces standards aux contraintes et au contexte. La mesure, c'est pareil, on en reparlera un tout petit peu plus tard. Il faut être plus simple et les faire de façon plus répétée. Qualité-sécurité au niveau territorial, dans le périmètre, bah oui, ça veut dire qu'effectivement, il faut travailler sur des maillages de services, avoir une politique, bah, j'irai plus vite sur ces sujets-là, et notamment le principe de gradation est important. Aujourd'hui, ce n'est pas de gradation, c'est-à-dire qu'à chaque niveau de prise en charge, il y a des acteurs qui ont des rôles et responsabilités, définitions, qui savent à peu près ce qu'ils doivent faire. Là, aujourd'hui, on est dans un système qui n'a pas encore mis en place cette organisation graduée. L'accès, il va se faire de plus en plus à distance. Des choses toutes bêtes, par exemple, comme une plateforme web de prise de rendez-vous pour les patients, ça n'existe pas. Ça commence à exister pour les professionnels de santé, pas pour les patients. Quand on pense aux déserts médicaux, aux peaux de léopard dont je parlais tout à l'heure, ça va peut-être devenir important. Alors c'est fait dans le libéral, mais pas dans l'établissement de santé. La coordination aussi locale des services à domicile, c'est quelque chose de central. Il y a des exemples, il y a quelque chose qui est en train de prendre pas mal d'essor, qui s'appelle les buurtzorg, qui signifie soins de proximité en hollandais, qui a été mis en place par les Néerlandais, par des infirmiers qui ont considéré à un moment donné que la prise en charge de la personne à domicile devait être globale, sociale, sanitaire, et que finalement, quelqu'un qui est formé, c'est des infirmiers qui le font, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça, ce sont les intervenants principaux, mais qui font des tâches qui sont de nature paramédicale et sociale, et qui ont enfin je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a un très bon article sur le sujet dans la dernière revue Risques et Qualité. Je passe assez vite parce que le temps passe. Établir les bases de la sécurité du patient autonome à domicile, c'est repenser les soins dans une plus grande autonomie du patient, donc un rôle plus important des aidants. Est-ce qu'on forme nos aidants au point de contact du système de santé, donc essentiellement à l'hôpital où on a le temps, un peu plus de temps?
revoir la définition de la sécurité du patient à domicile avec des standards de sécurité parce que à domicile, il y a des pharmacies, il y a de la gestion personnalisée de risque, il y a aussi des outils de plus en plus, des outils connectés sur lesquels on peut s'appuyer. Donc en synthèse sur cette partie, les méthodes de gestion des risques, la conscience du risque et sa gestion, c'est une priorité et on l'injecte dans la détection et la récupération, un patient forcément partenaire et une mesure de capacité à garder le niveau de risque à un niveau acceptable, c'est déjà bien. Pour mesure et évaluation, qui est ma dernière partie, donc des mesures qui doivent du coup, c'est une conséquence directe de tout ce que j'ai dit, devenir centrées sur le patient. Aujourd'hui, quand on analyse un événement indésirable, on ne va jamais poser la question au patient de la façon dont pour lui ça s'est passé. Ce serait intéressant parce qu'on aurait des informations, y compris en amont de l'hospitalisation. C'est compliqué à mettre en œuvre. Il y a des expérimentations qui commencent à se mettre en place, plus avancées dans d'autres pays. Ensuite, il y a des indicateurs, ce qu'on maintenant beaucoup connaissent, hein, les PROMS et PREMS, hein, les Patient Related Outcomes Measures et les Patient Related Experience Measures, donc qui sont des indicateurs ou des variables qui permettent de suivre, et donc des variables produites par le patient qui permettent de suivre l'évolution de l'état de santé, notamment après la sortie de l'hospitalisation. Puis la dernière, c'est l'acceptabilité sociale, qui me semble être quelque chose d'important, mais sur lequel il y a très peu de recherche. Des mesures centrées sur le patient, des mesures centrées sur le parcours. Les délais, les temps d'attente, les lieux et l'accès aux non programmés. Il y a des choses, évidemment, aux urgences, on fait des choses, on fait de la mesure comme ça. Mais sur un parcours de patient, on a très peu de choses. La femme qui fait un cancer du sein et qui, entre la première consultation chez son médecin généraliste et qui ensuite va suivre tout un parcours, ces délais, ils ne sont pas mesurés, on ne sait pas. Il y en a qui vont passer au travers des mailles, il y en a plein. L'évitement des déplacements inutiles, la facilité de prise de rendez-vous de proximité, enfin il y a des petites choses qui pourraient sans doute être mises en place de façon pas trop compliquée. Et puis en termes de mesure de la sécurité, on est plus sans doute sur de la prise en charge de complications que sur de la mesure des événements indésirables, parce que mesurer un événement indésirable, c'est compliqué, associé aux soins. Donc simplement suivre les complications. En synthèse donc sur la mesure, augmenter le regard critique sur les prises en charge, la pertinence et mieux évaluer les résultats médicaux. Pertinence, résultats médicaux, ça c'est des sujets qui me semblent importants. Donc en conclusion, la sécurité de demain, c'est d'abord partir de quelque chose qui est assez probable, c'est qu'il y a sans doute plus d'événements indésirables graves à attendre demain qu'il n'y en a aujourd'hui. Du fait de la complexification, de la raccourcissement des durées de séjour, du fractionnement des prises en charge, avec l'organisation actuelle que l'on a. Donc il faut instaurer des bases de continuité des soins et des parcours qui comportent des aspects, évidemment c'est forcément multimodal, les partenariats patients professionnels, le système d'information, les modes de financement, l'organisation territoriale, cohérence d'accès, suivi de proximité, approche sociale et médicale. J'en ai parlé un peu tout au long de cette présentation. Et puis, dans notre contexte, c'est penser un projet national sur le vieillissement. On en parle, enfin, c'est des choses qui émergent. Enfin, Jean-François, il a sans doute aussi des choses à dire là-dessus, hein, évidemment. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une réflexion qui englobe ces dimensions sociétales, domicile, médical, médico-social, et qui permettent de penser sécurité, qualité au domicile du patient. Voilà, je vous remercie de votre attention.